Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique psycho de DailyFX. Je suis Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre et coach de trader sur la partie psychologique et opérationnelle. Et à ce titre, je rédige le site neuro-trading.fr et donc c'est aujourd'hui les 30 minutes pour le mental en trading et nous allons parler de Edge. Mais avant de commencer, je vous demande déjà de me faire un retour sur la qualité du son et de l'image, voir si tout va bien de votre côté, et de prendre connaissance de l'avertissement des risques liés au trading, puisque le trading expose votre capital à un danger réel et sérieux, celui de le voir partir en fumée. Évidemment, c'est pas pour ça que vous le faites, mais le risque existe tout de même. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de hedging et de psychologie, et plus précisément du profil d'un bon hedger. Et donc, cette chronique s'articulera sur le hedging de manière générale, puis je parlerai du hedging sauvage, du hedging stratégique, et enfin, plus sur l'aspect psychologique, le profil, le portrait robot type d'un bon hedger. Donc, pour commencer, le hedging, c'est quoi? Alors, on va distinguer en fait deux formes de hedging. La première forme, c'est du hedge qui est réactif. Donc, c'est ce que j'appelle le hedging sauvage. C'est donc prendre deux trades dans des sens opposés sur un même marché. Donc, vous avez à la fois un long et un short sur un même marché. Si l'exposition est identique sur les deux ordres, eh bien votre balance ne bouge plus à la prise de la seconde position, les gains de l'un annulant les pertes de l'autre. Donc ce type de hedging, on va le voir dans quelques minutes un peu plus précisément, c'est rien de plus en fait qu'une réaction de stress, et plus précisément un stress de lutte face à une perte latente, une perte que le trader n'est pas prêt à accepter. Le second type de hedging, c'est du hedging donc proactif. Donc là, c'est une stratégie à part entière. Et donc, c'est une méthode de travail qui est calibrée et qui est choisie en amont par le trader. Donc, on peut construire des stratégies de hedging sur des marchés corrélés ou sur différents horizons de temps. Alors, il y a certains marchés qui ont l'habitude d'évoluer de façon parallèle. Et donc, vous allez prendre des positions opposées sur deux marchés. Donc, un long sur l'un et un short sur l'autre. Et d'autres marchés évoluent de façon opposée. Et donc, vous allez prendre des positions dans le même sens. La corrélation entre deux marchés, en fait, c'est leur intensité de liaison. Soit ils évoluent souvent ensemble dans la même direction, et on va parler de corrélation positive, soit ils évoluent dans des directions opposées, et on parle de corrélation négative. Donc pour prendre un exemple, on va trouver une forte corrélation négative entre le dollar et l'or. Quand il y en a un qui monte, il y a l'autre qui baisse. Et on peut trouver une corrélation souvent positive entre le pétrole et le dollar canadien. Donc il monte ou il baisse parallèlement. Voilà, j'imagine que vous avez compris l'idée. Donc dans ce contexte, un hedge va pouvoir être utilisé soit comme une protection, soit comme une stratégie à part entière. Et pour bien opérer de cette façon, il faut vraiment avoir un profil spécifique, et on en reparlera dans 5 minutes. Quand il y a un trader qui hedge sur un même marché, c'est-à-dire qui va prendre des positions dans des sens opposés sur un même marché, là aussi il peut le faire pour deux raisons. Soit il cherche à se protéger d'appels de marge, donc concrètement c'est du hedging sauvage, il y a une perte et il est en panique, soit c'est une stratégie à part entière, donc avec une position de fond qui généralement est prise dans la tendance, enfin généralement en tout cas, je l'espère pour ce hedger stratégique, et donc des positions qui vont être plus court terme, où le trader va jouer les retracements, donc généralement dans des ranges. Donc on va maintenant parler du hedging sauvage. Alors souvent, quand les traders font du hedging sauvage, ils sont dans une situation qui est problématique. Et en fait, ils vont utiliser le hedge pour gagner du temps en espérant limiter la casse. Et le gros problème dans ce cas de figure, c'est que, évidemment,
tôt ou tard, ce hedge, eh bien, il faut le couper. Donc si le trader décide de couper les deux positions en même temps, le hedge n'aura servi qu'à gagner du temps pour accepter une perte latente. Hein. Donc évidemment, bon, ça peut avoir son utilité, hein, mais ça dénote quand même clairement d'une sorte de panique du trader, hein, d'un refus de la perte. Et c'est un indicateur fort, ce comportement, qui a un souci quelque part. Généralement, le souci va venir de l'adéquation entre le money management et le mental du trader. Alors dans le chat, je vois qu'on me marque que le son est perdu. Je demande donc à nouveau un retour son de votre part. Ah oui, c'est vrai, il y a un décalage entre le moment où vous m'entendez, entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Bon, je vais continuer, je vais faire attention au chat en même temps. J'en étais où? Ouais, donc il y a il y a un problème en fait d'adéquation entre. Ouais, donc le son est bon. Donc un problème d'adéquation entre le money management et le mental du trader. Donc concrètement, le trader il est rentré dans une position et puis il n'était pas réellement prêt à perdre ce qu'il a misé, soit avec une exposition qui était trop importante, soit avec un stop qui était trop éloigné par rapport à ce qu'il est en mesure mentalement ou pratiquement de perdre. Donc l'idée de toute façon, c'est qu'à un moment donné, le trader refuse la perte latente et qu'il va tenter d'une manière agressive, hein, je le répète, c'est un stress de lutte, de s'en sortir, un peu à la ni vu ni connu, je t'embrouille quoi. Voilà, je perds, je refuse de prendre cette perte là, ici et maintenant, et le seul moyen que je trouve, c'est de hedger la position. Donc alors évidemment, ça serait très simple si le trader qui a ce type d'attitude avait conscience de ça au moment où il fait, mais le dialogue interne dans la tête du trader est absolument pas celui-ci, parce qu'il va rationaliser son choix. Il va trouver toutes les justifications possibles pour conserver sa conviction et pour soigner aussi son image de lui-même. Donc ça, c'est un bénéfice corrélaire. Mais en fait, ces justifications, elles sont là que pour lui donner bonne conscience. Parce que du hedging sauvage, c'est purement et simplement, je le répète, un réflexe de stress. Je perds, je refuse de perdre, je rentre dans un réflexe de lutte et je hedge. Voilà le scénario qui est systématique. Donc ce type de hedging est purement réactif et absolument pas proactif. Le trader n'a pas construit son trade en amont sur cette idée. Il n'a absolument pas envisagé cette hypothèse en se disant voilà, s'il se passe ceci, je fais cela et je m'en sors comme ceci. Non, là, il n'y a absolument pas de stratégie qui est claire. Donc sortir de ce hedge, évidemment, ça va être compliqué. Globalement pour trois raisons. La première, elle est mentale. Parce que le trader est rentré dans une forme de statu quo, hein, puisque sa perte latente est fixe, quoi que fasse le marché. Sa perte latente ne bouge plus, mais il va devoir prendre une décision tôt ou tard. Soit couper une jambe du hedge, totalement ou partiellement, et du coup revenir à un résultat qui est dynamique et revenir dans cette situation qui était problématique 5 minutes, 1 heure ou 3 jours avant. Donc comment il va le gérer, la question reste ouverte. Il aura gagné du temps, donc du temps pour réfléchir et potentiellement pour se calmer et pour construire une stratégie, on va dire, dérivée pour gérer cette situation qui est, n'ayons pas peur des mots, merdique. Mais fort est à parier que le scénario d'entrée qu'il avait au moment où il est rentré en position, il tient plus. Et donc le trader, dans la gestion de cette position, rentre dans une terre qui est inconnue. Pour la simple et bonne raison, c'est que la raison qu'il a fait rentrer sur le marché n'est absolument plus valable à ce moment-là. Donc il navigue à l'aveugle. Et donc enfin, il y a une raison qui est économique. Donc celui qui est rentré dans un hedging sauvage, souvent, je ne dis pas systématiquement, mais souvent a été trop exposé à la base. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien s'il est rentré dans cette situation un petit peu scabreuse.
il aura une marge de manœuvre très très faible dans la gestion de ce hedge qui serait partiellement coupé. Donc je le dis et je le répète, si le trader s'est mis dans cette situation, c'est en amont qu'il faut regarder. Donc c'est souvent parce qu'il n'a pas eu un bon money management par rapport à son mental, et donc c'est le marqueur d'une instabilité opérationnelle qui est réelle. La semaine dernière d'ailleurs je parlais d'homéostasie en trading, et on retrouve un petit peu cette idée, parce que le trader qui a recours à ce type de choix, il est absolument pas homéostasique, donc il est hyper vulnérable parce qu'il va manquer de stabilité. Donc on va maintenant passer au hedging stratégique. Alors je vois qu'il y a des questions, je vous prie de m'excuser, mais si je traite vos questions maintenant, je vais partir je ne sais pas où, dans des contrées totalement inconnues et mystérieuses de mon intellect très travaillé. Donc voilà, je reste sur ma trame et je regarderai votre question une fois que j'aurai terminé mon déroulé. Donc, le hedging stratégique. Alors là, évidemment, il n'y a absolument rien à voir entre le hedging stratégique et le hedging sauvage. Puisque là, le trader qui va hedger donc sur marché corrélé ou sur des unités de temps différentes a totalement construit sa méthode en prenant le hedge en considération. Donc, pour des hedges sur les marchés corrélés, il connaît les relations en fait entre les deux marchés. Donc c'est quelqu'un qui a des compétences en analyse technique et aussi un minimum de connaissances fondamentales sur les marchés qu'il va travailler. Donc c'est quelqu'un qui va supposer, puisque de toute façon quand on fait du trading, on reste dans le domaine de la supposition, je le rappelle, personne n'a jamais aucune certitude. Donc il va supposer, fait à la pluie, que s'il se passe ceci sur un marché, ça aura tel effet sur tel autre. Donc ce type de stratégie demande évidemment une compétence très forte et des trades qui sont bien construits pour être bien maîtrisés. Avec un hedge sur un même marché, donc avec des unités de temps différentes, le trader à ce moment-là va réfléchir sous plusieurs échéances plus ou moins court terme. Donc par exemple, je suis dans un range, je vais prendre des trades opportunistes à la hausse et à la baisse, donc sur les extrémités du range par exemple si je fais du scalping, mais j'ai aussi des éléments concrets qui me portent à croire que le marché sortira du range par le haut ou par le bas. Donc j'ai un trade qui est relativement long terme et qui court en toile de fond, et des opérations qui sont beaucoup plus court terme, qui au final sont pas réellement liées. En tout cas, dans la tête du trader, c'est vraiment des opérations qui sont bien distinctes. Il va opérer les petites vagues maintenant, donc sur du 1 minute, sur du 5 minutes, sur des graphes antiques, donc sur du très très court terme, et il va avoir une autre position qui n'a pas grand chose à voir avec ce qui se passe dans le range. À la sortie du range, évidemment, le trader portera à nouveau son attention sur l'opération qui est plus long terme. Est-il besoin de préciser que l'exposition des trades sur les positions très courtes et sur la position plus longue doivent être très très différentes, étant donné que les stops ne sont pas du tout placés au même endroit? J'imagine que non, mais dans le doute, je l'ai quand même fait. Donc l'objectif d'un hedger à ce moment-là, c'est de profiter des corrections de marché. Donc en intraday, vous pouvez garder une position pendant plusieurs heures, mais entre-temps, le marché qui passe et repasse par les mêmes niveaux de prix, va vous payer ou vous faire perdre petit à petit. Donc l'intérêt, c'est de profiter des petits allers-retours de prix. Donc quelle que soit l'approche de hedging choisie, que ce soit sur marché corrélé ou sur différentes unités de temps, le cahier des charges du trader est hyper strict. Ça demande à la fois une forte compétence, ça demande une bonne capitalisation et ça demande du temps. Donc un trader qui va opérer par exemple pendant sa pause déjeuner, quelqu'un qui débute
ou quelqu'un qui n'est pas suffisamment capitalisé ne doit en aucun cas, je le répète, en aucun cas, s'orienter vers ce type d'approche parce que ça va être suicidaire, quoi. Voilà, un homme prévenu en vaut deux. Donc maintenant que la toile de fond est posée en termes de cahier des charges par rapport au hedging, on va passer donc au portrait robot, donc au profil psychologique d'un bon hedger. Donc vous l'avez compris, le hedging sauvage, ce n'est que la marque de vos doutes et de votre stress. Je vais donc pas parler de ce type de hedging puisque il n'y a absolument aucun bon profil pour trader comme ça. C'est du mauvais trading, c'est du trading purement réactif, purement émotionnel, où il n'y a aucune cohérence et aucune rationalité par rapport à la configuration de marché. C'est uniquement vos peurs et votre stress qui parlent, donc on ne s'attarde pas là-dessus. On va se concentrer donc sur le profil du hedger stratégique. Et donc pour ce faire, je vais revenir un petit peu sur mon modèle de lecture de base avec différents niveaux de conscience qui correspondent à des territoires cérébraux. Et donc je vais vous demander de travailler un petit peu avant de vous donner la réponse, puisqu'on va commencer par l'instinct grégaire, donc qui est le niveau de confiance en soi et de confiance dans l'environnement. Donc d'après vous, pour appliquer une stratégie basée sur la corrélation des marchés ou pour travailler un marché sur plusieurs échelles de temps, quel niveau de confiance en soi vous devez avoir. Alors le temps que vous réfléchissiez un petit peu à cette question, je vais rappeler les faits. Celui qui a une grande confiance en lui n'aime pas être pris en défaut et il a besoin d'avoir souvent raison. C'est généralement quelqu'un qui est audacieux, qui ose prendre des risques, mais il a tendance à rentrer rapidement en lutte, surtout quand il se trompe. À l'opposé, celui qui manque de confiance en lui a besoin d'une relative stabilité et de protection. Donc son rapport au risque est plutôt fébrile et en temps normal, il a besoin de se sentir vraiment en sécurité et quand il perd, soit il va rentrer en réflexe de lutte parce qu'il a peur, soit il va fuir pour se mettre en sécurité. Et donc concrètement, ça veut dire vite couper un trade qui est problématique. Alors du coup, ah oui, j'ai oublié qu'il y a un décalage avec le son. Donc ça m'intéresserait d'avoir, à votre avis, lequel des deux est plus destiné à être un bon hedger. Voilà. Donc certains marchés sont corrélés, mais ils ne le sont pas en permanence. Parfois, ils se décorrèlent, sans que le trader, d'ailleurs, puisse réellement l'anticiper. Il n'y a pas suffisamment d'informations à sa disposition pour le savoir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Donc pendant 5 secondes, pendant 10 minutes, pendant 2 heures, les marchés se décorrèlent et on ne sait jamais quand. Voilà, bon, allez, je vous donne la réponse. Donc du coup, le dominant va évidemment assez mal vivre ces moments de décorrélation parce que c'est comme un affront à sa capacité d'analyse, un petit peu une entaille aussi dans son ego. À l'opposé, le soumis, lui, va être inquiet pendant ce temps et il va avoir son angoisse qui va monter. Pour du hedging sur les unités de temps, le cahier des charges va être différent, mais globalement le résultat est le même, puisqu'on va dire que celui qui a un instinct grégaire marqué, que ce soit dans un sens ou dans un autre, donc celui qui a pas mal de dominance ou pas mal de soumission, va manquer cruellement de neutralité dans un trading qui va être basé sur du hedging. Donc un bon hedger, il doit être très proche du point de neutralité sur cette notion de la confiance en soi. Donc seuls ceux qui vont être très proches de l'assertivité pourront avoir une stratégie de hedging qui va être confortable à vivre quotidiennement. Ensuite, donc, on reste sur l'instinct grégaire et on passe sur le niveau de confiance dans l'environnement. Alors, pour pouvoir faire du bon hedging stratégique, il faut avoir une faible dose de méfiance.
Donc le trader a besoin de méfiance parce que ça demande des réelles qualités d'observation. Et reconnaître donc les indicateurs de retournement, par exemple à court terme, ou avoir un intérêt pour la corrélation des marchés, seuls ceux qui vont avoir une légère méfiance seront disposés à obtenir les informations nécessaires pour bien le faire. Ceux qui sont trop méfiants vont être trop réactifs dans leur gestion et ça ne va pas leur convenir. Donc il faut avoir une méfiance légère pour pouvoir travailler avec ce type de méthode. Voilà, donc du coup au niveau grégaire, un bon hedger est quelqu'un qui est à l'équilibre dans ses rapports de force et quelqu'un qui a une légère méfiance dans son rapport au monde. Donc on va maintenant passer aux différentes facettes de personnalité pour en déduire de ce portrait robotype du bon hedger. Alors pour les philosophes, on va faire court. Concrètement, cette approche, elle est trop prise de tête. Ça va l'agacer en fait. Sans compter en plus si on ajoute le fait que quelqu'un qui a une grosse facette de philosophe est quelqu'un d'optimiste par nature, mais ça l'empêche d'avoir la vigilance nécessaire. Donc à moins qu'il ait pas mal de méfiance au niveau grégaire, du coup ça va venir un petit peu équilibrer l'ensemble, ou qu'il ait potentiellement une autre facette qui lui donne une motivation forte dans l'analyse. Quelqu'un qui a une grosse facette de philosophe va pas choisir ce type de trading parce qu'elle demande d'être constamment sur le qui-vive. On passe maintenant au novateur. Alors là, c'est plus du tout la même chanson, puisque lui va trouver énormément de plaisir à mettre en place ce type d'approche. C'est une approche concrètement qui est intellectuellement compliquée, que ce soit dans la corrélation des marchés ou sur les unités de temps. Et pour être bien maîtrisé, il faut étudier beaucoup de variables. Et ça, le novateur, ça l'éclate. C'est quelqu'un qui est calme par nature, qui est maîtrisé, il est logique, il est pragmatique. D'ailleurs, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas là, parce que la psychologie, le novateur, ça ne l'intéresse pas outre mesure, généralement, hein, pas tout le temps. Bref. Mais du coup, il a toutes les motivations pour bien travailler sur du hedging stratégique. Et alors après, bon, tout va dépendre de son instinct grégaire, hein, mais voilà, en termes de facettes de personnalité, si on prend donc les réflexes unitaires, le novateur, oui, un gros plus. On passe ensuite à l'animateur. Alors, l'animateur, donc c'est quelqu'un qui a, c'est une facette de personnalité qui a un goût très fort pour le mouvement, la liberté, un rapport au risque qui est assez ambigu. Concrètement, ça ne va pas lui convenir ce type d'approche. D'une part parce qu'il ne saura pas gérer la complexité, ça n'intéresse pas et donc il aura des difficultés à acquérir les compétences nécessaires pour bien le faire. Et ensuite, ça manque de légèreté et de flexibilité pour lui. Chaque opération réelle, en fait, sur du hedging, en fait, c'est un agglomérat de plusieurs trades. Et donc, ça va vite l'agacer, ce type d'approche, et il ne va pas trouver véritablement de confort là-dedans. On passe au gestionnaire. Donc, le gestionnaire, lui, va pouvoir appliquer ce type de stratégie, mais ça reste fragile quand même. C'est pour ça que j'ai mis égal, parce qu'il va vraiment avoir besoin d'un gros support informatique pour bien vivre avec cette philosophie opératoire. Notamment dans la gestion de la sortie. Autant un gestionnaire sur du hedging, il va bien pouvoir gérer l'entrée parce que c'est quelqu'un qui est perfectionniste, c'est quelqu'un qui est sérieux, mais sur la gestion du trade, notamment au niveau de la sortie, c'est difficilement jouable pour un gestionnaire et il va avoir besoin d'outils technologiques pour l'appuyer là-dessus. On va maintenant parler du stratège. Le stratège qui a énormément d'armes pour faire un excellent hedger stratégique. C'est d'ailleurs quelqu'un qui serait équilibré dans ses rapports de force, donc dans le rapport soumission-dominance, et qui a une légère méfiance
et qui a une bonne facette stratégique, une grosse facette stratège, pardon. Concrètement, ce gars-là, il doit faire du hedging parce qu'il est fait pour ça, quoi. C'est une philosophie qui répond à son besoin d'harmonie et de cohérence. Le stratège, c'est quelqu'un qui aime avoir une vision d'ensemble. Et du coup, il aime construire ses trades un petit peu comme des petites entreprises qui vont interagir les unes avec les autres. Gérer un ensemble de positions, c'est un petit peu comme gérer un projet global. Et le stratège, d'une part, il a un goût pour ça, ça l'éclate, et ensuite, il en a réellement les compétences. Donc avec cette manière d'opérer, le stratège, qui peut souvent être déconcerté, j'en avais déjà parlé dans une chronique précédente, par le chaos des marchés, eh ben, il va cultiver une idée d'ordre qui le rassure, puisque tout est lié. Et donc il va trouver du sens à tout ça. Et donc sans aucun doute, je le dis et je le répète, c'est la facette de personnalité qui offre le plus de motivation sur ce type d'approche de trading. On va maintenant parler du compétiteur. Le compétiteur avec un gros moins. Il doit absolument éviter ce type d'approche, quelqu'un qui a pas mal une grosse facette de compétiteur, parce que son goût du risque le rend vulnérable. En fait, le compétiteur, il aime trop tirer sur la corde, quoi, et marcher, on va dire, au bord du précipice. Du coup, à moins que le trader ait en parallèle une grosse facette de novateur ou de stratège, donc qu'il soit à la fois compétiteur et novateur, ou compétiteur et stratège, il va devoir fuir ce type de stratégie parce que c'est quelqu'un qui rentre très facilement en stress et donc qui va rentrer dans du hedging sauvage typiquement, quoi. Voilà, cette approche, j'ai envie de dire, sans absolument aucune connotation péjorative, mais elle est trop fine pour le compétiteur qui a tendance à foncer tête baissée avec énormément d'efforts et de force. Ça va pas lui convenir. Donc on va finir avec le participatif. Donc bon, le participatif, j'ai mis égal parce que tout va dépendre des interactions qu'il a, sachant que dans le participatif, il n'y a pas réellement ni de motivation ni de frein par rapport au trading. Donc pour résumer, pour être un bon hedger stratégique, le trader devra avoir un instinct grégaire qui est proche de l'assertivité et une légère dominance. Voilà pour ces 2 points. Et donc sur un autre niveau de conscience, il devra avoir des facettes de personnalité novateur ou stratège. Tous ceux qui ne sont pas ça devront éviter le hedging parce qu'ils rentreront systématiquement dans du hedging sauvage qui, je le dis et je le répète, n'est qu'un réflexe de lutte par rapport à une situation qui est considérée comme problématique. Voilà, j'espère avoir bien dressé le portrait robot du hedger stratégique. Maintenant, tant que je regarde vos questions, c'est moi qui vais vous en poser une parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez intéressant que je procède de cette manière, donc avec des approches opérationnelles et de mettre le profil type du trader en face et de voir ce que les différents instincts engendrent sur des approches de trading spécifiques, parce que là du coup je veux dire, j'ai un vivier de sujets qui est absolument pas infini mais pas loin. Pour ma part, je pense que ça peut être intéressant pour vous, mais voilà, j'aimerais bien avoir votre feedback, et comme ça en plus c'est le double effet qui se coule parce que ça me donne le temps de lire vos questions pendant ce temps. Voilà, alors sont ok, d'accord. Alors, y a Thierry qui me demande, la meilleure solution ne serait-elle pas un hedging avec des volumes différents, comme ça on limite les pertes en cas de tendance contraire. Ça c'était donc à 16h12, c'était donc pendant que je parlais du trading, du hedging sauvage a priori. Alors, j'ai envie de dire, de toute façon, si
le trader à un moment donné se sent obligé de prendre un hedge, c'est qu'il y a eu une erreur quelque part. Soit le stop était trop loin, soit l'exposition était trop forte, généralement d'ailleurs, hein, ça va de pair, hein. Mais si le trader à un moment donné prend un hedge, sachant que c'est pas un choix qu'il avait fait avant même de rentrer en position, on est de toute façon dans de la réaction. On est de toute façon dans un réflexe de protection qui, au moment où vous le faites, je dis pas que c'est forcément négatif au moment où vous le faites, je dis juste que le fait d'avoir ce type d'attitude dénote, c'est l'indicateur, un indicateur très clair, qu'il y a eu un souci quelque part avant même d'entrer, ou au moment de l'entrée en position. Donc, si vous voulez, je trade moi-même pour compte propre et je ne l'ai jamais caché. Autant aujourd'hui, j'ai un trading qui est vraiment très rarement, voire jamais réactif. J'en ai fini avec ça. Autant j'ai eu des années difficiles. Hein, donc comprenez bien que ce que je vous dis, je le dis avec toute vraiment la compréhension et la bienveillance qui peut être la mienne. Au moment où vous êtes dans une situation qui est scabreuse, et je le dis et je le répète, ça m'est arrivé plus que de raison, eh ben, je sais très bien, on fait tous comme on peut. Voilà, on voit les chiffres défiler, on se dit que le marché il va aller je sais pas où, le stop il est où qu'il soit, peu importe, de toute façon la perte latente qu'on a devant les yeux, on n'est absolument pas prêt à l'accepter. On refuse de couper parce qu'on espère que ça va revenir, et puis d'un autre côté on se dit mais si ça continue à perdre, je vais me retrouver en slip. Bon, voilà, on se sent pas bien. À ce moment-là, oui, prenez un edge prenez un edge, je veux dire partiel ou total. De toute façon, à ce moment où vous vous dites, voilà, je suis dans une situation qui est terrible, l'erreur, elle est déjà faite. Là où j'essaye d'attirer votre attention, c'est que c'est en amont qu'il faut gérer. C'est pas au moment où vous êtes déjà complètement paniqué, que ce soit dans un réflexe de lutte ou dans un réflexe de fuite. J'ai envie de dire, là, c'est déjà trop tard, le mal est fait. Donc, pour répondre à votre question, Thierry, prendre un hedging sur des volumes différents pour limiter la casse, oui. Mais une fois que vous en êtes sorti, il faudra réellement se poser la question de, voilà, qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation problématique? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire à l'avenir pour que ça n'arrive plus? J'ai envie de dire, tout l'enjeu, il est là. J'espère avoir répondu à la question. Donc ouais, apparemment, c'est un type d'approche pour les chroniques qui vous plaît bien. Ok, ça sera pas systématique, hein, je ferai pas systématiquement comme ça des portraits robots, mais du coup, ouais, je le referai sur d'autres. Alors, ok. Oui, il y en a qui me disent, ah, c'est dommage, je suis arrivée en retard. Et ben oui, ça sera disponible sur YouTube. On me dit ça serait ultra sympa de faire un trade en live, qu'importe l'indice, mais pour voir la gestion en temps réel, la parole et les actes. Alors, j'avais publié il n'y a pas très longtemps un article où pourquoi je ne publie pas mes perfs. Il y a plein de raisons pour lesquelles je ne publie pas mes perfs. La première, alors là, et là même ça va même au-delà puisque cette personne qui ne s'est pas présentée d'ailleurs, monsieur visiteur, qui me demande de faire de trader en live, c'est même pas publier les perfs, c'est faire en live. Moi concrètement, j'ai décidé depuis déjà pas mal de temps de limiter tout facteur stressant de mon trading. Si je trade, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour me ramener des clients. J'estime que ma valeur ajoutée est ailleurs.
et j'aime être tranquille. J'ai pas envie d'avoir en fait la sensation d'être vue et encore moins d'être suivie, de prendre la responsabilité que certains prennent les mêmes trades que moi. Oh là là, ça m'intéresse absolument pas. Donc non, je ne traite pas en live. Et l'autre raison majeure en plus, c'est que le travail que je fais concrètement sur la psychologie du trader et sur le comportement, je suis la seule à le faire. Alors je dis absolument pas ça pour me gargariser, hein, le but est pas là. C'est que comment dire, en étant sur le comportement, j'essaye d'avoir une vision au maximum qui est globale par rapport aux différents profils, par rapport à vos profils. J'ai pas envie d'avoir des personnes qui me suivent dans mon trading parce que j'ai ma propre personnalité, j'ai mes propres instincts évidemment, qui donc induisent une certaine manière de trader, et ce que je fais n'est pas forcément bon pour vous. D'ailleurs, il est peu probable que ça le soit. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et ensuite, voilà, il n'y a aucun intérêt d'attirer des personnes par rapport à mon trading, puisque là où je souhaite générer, on va dire, de l'intérêt sur le net et en termes de formation et en termes de coaching, hein, sur le travail que je fais avec les personnes que je suis, c'est vraiment sur leur comportement. Donc moi, grosso modo, pour prendre une image, je sors de la cour de récré, quoi. Peu importe ce que je fais en trading, ma valeur ajoutée, elle n'est pas là. Voilà, j'imagine avoir répondu de manière complète. Ouais, d'accord, merci. Je lis les questions, hein, je suis toujours là. Oui, alors il y a Stéphane d'ailleurs que je connais bien, qui me dit, donc je procède souvent à du hedging technique sur un même actif, sur des unités de temps différentes, souvent pour couvrir une position, le temps que la tendance de la première position se remette en place, et donc de couper la seconde position dès que mon système le permet, mais j'avoue que c'est très compliqué. Alors oui, Stéphane, en plus, je le connais, on a un petit peu travaillé ensemble. Oui, Stéphane, je veux bien croire que ce type d'approche n'est pas totalement faite pour toi. Donc le visiteur, c'est Philippe. Eh bien voilà, Philippe, j'espère avoir répondu à votre question. Bon, bah écoutez, apparemment, j'ai fait le tour. En plus, il est l'heure. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Ah non, il y a des nouveaux trucs. Oui, donc oui, Philippe, oui, j'avais bien compris que c'était pas du dénigrement, hein, par rapport au fait de me voir trader en réel. Mais il y a tellement de personnes qui me le, enfin, qui me le disent plus ou moins directement d'ailleurs, hein, sur des forums ou tout ça, comme quoi, voilà, je sais bien parler, mais je montre pas grand-chose. Voilà, du coup maintenant, quand on me pose ce type de questions, j'essaye de répondre de manière complète, tout en restant voilà, concise. Tac tac. Alors, que pensez-vous de hedger une position comme suit? Position acheteuse largement gagnante en points, et shorter les replis avec un levier inférieur et une sortie rapide, me demande Xavier, a priori, Xavier. Bah ouais, c'est le hedging dont je parlais sur des unités de temps différentes. Il va y avoir par exemple une tendance, peu importe, haussière ou baissière, on va dire sur du daily, ou même sur un graphe en 1 heure. Donc vous prenez un long avec un stop qui va être assez éloigné, hein, du coup forcément une exposition qui est assez faible. Et puis vous jouez les corrections de marché et les retracements, qui d'ailleurs peuvent être parfois dans
le même sens que le trade de fond, hein, ou dans des sens opposés. Bon, ça je le dis et je le répète, par contre, il faut avoir à la fois des capitaux, hein, c'est le premier point, parce que sinon, voilà, sur une situation qui est problématique, c'est-à-dire que votre trade de fond accuse une perte latente qui est assez importante, et les trades court terme qui sont perdants, eh ben vous pouvez vite vous faire sortir par des appels de marge si vous n'êtes pas suffisamment capitalisé. Donc la capitalisation, voilà, c'est la base. Ensuite, ça demande d'avoir, je l'ai dit, au niveau mental, certains instincts spécifiques, parce que il faut vraiment avoir une réelle capacité à la fois de voir l'ensemble des positions comme un ensemble, hein, parce que c'est un ensemble, mais de les gérer de manière unitaire, ce qui n'est pas forcément évident au niveau psychologique. Et ensuite, au niveau intellectuel, ça demande vraiment des très bonnes compétences, quoi. Je veux dire, c'est pas à la portée de quelqu'un qui fait du trading depuis 6 mois, quoi. C'est pas possible. On me demande est-ce que j'ai un Twitter. Alors oui, c'est facile. Mon Twitter, c'est Caroline Domanine. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Et donc vous pouvez me retrouver, et je vais terminer là-dessus, sur le site neuro-trading.fr. Alors, je suis en train de réfléchir de quoi je vais faire la promo. Allez, aujourd'hui c'est champagne, je fais la promo de tout. J'ai écrit un livre qui est sorti maintenant il y a 1 an, qui s'appelle Trader avec succès grâce au neurotrading, que vous pouvez acheter sur Amazon. Pour les personnes qui ne savent pas trop quel est leur profil de trader, eh bien je vous propose de le réaliser. Et donc vous pouvez trouver donc le service profilage qui est sur le site Neurotrading dans la rubrique Formez-vous. Et me poser des questions éventuellement par mail si vous en aviez, pour avoir de plus amples informations. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, et donc il y aura une autre chronique la semaine prochaine, je crois. Ce n'est pas... Ah non, la semaine prochaine c'est le dernier vendredi du mois, donc il n'y a pas de chronique. Voilà, donc je vous retrouve dans 2 semaines. Voilà, à bientôt.